C'est un exposé débat sur les problèmes que rencontre aujourd'hui la psychiatrie, en particulier en France. Vous avez vu tous et toutes qu'il y avait des mouvements dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas que ça. Le débat, on l'a intitulé La crise de la psychiatrie et la psychiatrie victime de la crise, parce que la psychiatrie n'est pas quelque chose complètement à part dans la société, et la psychiatrie, les soignants et les patients souffrent aussi, évidemment, de la crise du système capitaliste et de la façon dont elle se répercute sur les structures médicales et en particulier psychiatriques. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons deux invités, Franck Drogoul qui est psychiatre et Patrick Pouchot qui est un journaliste spécialiste de ces questions-là. Il a écrit aussi un certain nombre de livres. Bon, on en parlera tout à l'heure. On est désolé, on n'a pas les livres, mais on aura l'occasion de faire des allusions et si vous avez besoin, après, vous pourrez lui demander comment on les trouve. Je vous prie aussi de m'excuser pendant une partie de l'exposé. Essayez de ne pas trop nous voir avec un camarade parce qu'on va installer ici un écran et un vidéoprojecteur pour le débat suivant. Mais on ne fera pas de bruit, on essaiera d'être le plus petit possible. Voilà. Bon, écoute, Franck, tu commences. Et là, évidemment, après l'exposé, après les interventions, on fera comme d'habitude. Si vous avez des questions, des interventions, il y aura un micro-baladeur. Voilà. Bon, mais bonjour. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Bon, je peux pas parler. Donc, selon nos ministres et fonctionnaires qui ont comme premier objectif non avoué de serrer la vis budgétaire, la psychiatrie française aurait totalement échoué. Et l'on ne jure plus que par des expériences qui ont surgi autour du mouvement que l'on a appelé de désinstitutionnalisation dans d'autres pays. La désinstitutionnalisation, vous entendez, a consisté à partir des années 80 aux USA, en Angleterre et pour d'autres raisons idéologiques en Italie, à la fermeture pure et simple des grands hôpitaux psychiatriques. Ceci en partant de critiques justifiées de ce qu'était devenu l'asile. Et ainsi, en moins de 10 ans, ces grands hôpitaux ont été fermés. Et la psychiatrie passe lentement de ce qu'on appelle l'aliénisme à une psychiatrie de CHU. Il y a donc plusieurs éléments qui se mettent en place dans cette transition. Il y a d'abord une révolution diagnostique. Le DSM, qui est je ne vais pas parler, une méthode. C'est... Quelqu'un peut te le lire ? Ouais. Excusez-moi. On est là. Bon, alors, faut que je mette mes lunettes. Je m'excuse parce que effectivement là je découvre le texte tout en vous le lisant. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc tu en étais au DSM. Une révolution du diagnostic psychiatrique avec la montée en force du DSM,
Alors donc en anglais, pour ceux qui savent le prononcer, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, soit le manuel diagnostique et statistique, qui, après avoir retiré dans ces années 80 tout ce que Freud avait contribué dans la psychiatrie franco-allemande, continue à l'épurer des dernières entités cliniques. Et donc la schizophrénie est le dernier sur la liste pour faire disparaître ce terme. Bien ça. Donc une reconnaissance des seules thérapies centrées sur des études statistiques, parler de CHU, attestant de leur réussite, ceci en gage de scientificité. Donc en premier lieu, les médicaments, mais aussi de multiples thérapies qui se présentent comme refusant toute théorie au nom du pragmatisme. Mais c'est déjà un présupposé théorique que de décider qu'il ne peut y avoir de théorie de l'homme en psychiatrie. Et une certitude que la science va enfin pouvoir nous les élucider les maladies psychiatriques qui deviendront alors des maladies du cerveau. L'autisme infantile est déjà passé de la psychiatrie à la neurologie, les troubles du spectre autistique. Bon, en France, donc, le délabrement de la psychiatrie publique serait dû au retard des professionnels dans l'adoption de ces critères scientifiques. Voilà. Pourtant, question capacité hospitalière du secteur public, nous avons bien été servis. De 110 000 lits psychiatriques en 1980, il n'en reste aujourd'hui que moins de 40 000. Mais ce que nous disent pas ces experts, c'est que selon eux, la psychiatrie française passe trop de moyens humains à soutenir des patients qui ne pourront plus évoluer selon leurs critères de technocrates. Le terme inadéquat est arrivé peu de temps avant le changement de siècle, le changement du deuxième millénaire. Chaque médecin responsable d'une structure psychiatrique devait faire la liste des patients inadéquats à cette dernière. C'est ainsi ce passage forcé des patients dans le médico-social à moindre coût qui aurait pris du retard. Il m'a eu, hein. Mais cela ne se dit pas officiellement. Voilà. Parallèlement, c'est la revanche de la psychiatrie hospitalo-universitaire, donc les CHU, contre la psychiatrie issue de l'aliénisme. Mais cette psychiatrie n'a jamais suivi des patients qui le nécessitent toute leur vie. Voilà, ils sont arrivés à inscrire la psychiatrie comme spécialité aiguë. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas comme dans les autres spécialités médicales, où en fait les CHU, il y a toujours des pôles en fait, d'excellence sur les pathologies complexes. Là, en psychiatrie, c'est différent. Les patients et la clinique, c'est pas dans les CHU qu'on les trouve. C'est ça que je voulais dire. Bon. La politique de secteur psychiatrique. Depuis 60 ans. D'accord. D'accord. Depuis 60 ans, avec la circulaire du 15 mars 1960, la psychiatrie publique était organisée par ce qu'on appelle la politique de secteur psychiatrique. Cette circulaire venait officialiser ce qu'un certain nombre d'expériences institutionnelles avaient déjà mis en œuvre pour transformer les asiles et permettre aux patients hospitalisés, souvent depuis 30 ans, de s'installer à l'extérieur. Ce maillage institutionnel entre l'extra-hospitalier, en dehors de l'hôpital, et l'hôpital psychiatrique, donc les lits d'hospitalisation, a permis, après le gel des années 60, de voir de nouvelles expériences de secteur émerger et une globale amélioration de l'accueil de la souffrance mentale au plus près de chez soi. Mais le point important de la politique de secteur tenait au fait que toute personne habitant sur le territoire français avait droit, dans sa ville ou dans sa région, alors sachant qu'un secteur ça équivalait entre 60 000 à 100 000 habitants, donc toute personne avait droit à ce qu'une équipe de soignants l'accueille, quel que soit son état psychique. Tant lors de l'hospitalisation temps plein qu'à l'extérieur, que sur le long terme dans sa vie quotidienne, avec des dispensaires, des structures d'accueil de jour et de nuit. J'allais me rajouter gratuitement. Bon, gratuitement. C'est important. Cette politique s'appuyait sur la prise en considération que nombre de patients psychotiques ou pas ne peuvent investir l'extra-hospitalier sans l'aide et l'accompagnement de soignants qu'ils ont connus à l'hôpital.
la continuité des soins relationnels est le paradigme de la politique de secteur. Le mouvement de psychothérapie institutionnelle, donc on parle de la hiérarchie, le mouvement de psychothérapie institutionnelle, acteur de premier plan de cette politique psychiatrique, part du principe que pour soigner les patients pour lesquels l'entretien régulier avec un thérapeute ne suffit pas, il faut commencer par soigner l'hôpital en restant vigilant face aux effets délétères de l'organisation hiérarchique. Si on a l'honnêteté de reconnaître que l'on ne sait pas ce qui soigne en psychiatrie, si on a l'honnêteté de reconnaître que l'on ne sait pas ce qui soigne en psychiatrie, il faut se réunir et parler chacun de son vécu avec tel patient pour arriver collectivement à l'aider. Ceci sans craindre que des propos ou des actions entreprises ne soient entendus par une hiérarchie à la recherche de la faute professionnelle. Les clubs thérapeutiques. Mais il faut aussi lutter contre la tendance de chacun et de tout groupe à l'irresponsabilisation des malades mentaux. D'où l'importance des clubs thérapeutiques, institutions où se travaille cette aliénation bien moins reconnue. En donnant une parité entre soignants et soignés dans ce qui concerne la gestion économique de la vie quotidienne intra- et extra-hospitalière, on lutte conjointement contre deux maux des établissements psychiatriques: l'inactivité et le statut d'irresponsabilisation donné aux patients. Toutes les pathologies psychiatriques sont en dernier ressort des pathologies de la relation à l'autre, et traiter cette dernière ne peut se faire qu'en organisant un quotidien rendant possible cette rencontre. Mais à partir de 1985, toute ouverture de nouvelles structures extra-hospitalières devait se faire en contrepartie de la fermeture de lits, ce qui revenait à échanger une prise en charge plein temps contre un mi-temps hors de l'hôpital. Et à partir des années 1990, l'asphyxie a été planifiée. Alors, du côté de la formation des soignants, ça avait juste été précédé en 1987 de la disparition du concours d'internes de secteur psychiatrique. Donc, en région parisienne, le nombre d'internes formés chaque année a été divisé par 6. Voilà. En 1992, donc après les internes psychiatriques, ce fut l'arrêt de la formation d'infirmiers psychiatriques de secteur. 4 ans d'études qui ont été remplacés par quelques certificats optionnels et des stages de 3 mois. Les deux choses conduisant à 2 résultats de taille. La fin d'une formation spécifique des soignants à une prise en charge institutionnelle au long cours des patients qui en ont besoin, et aussi une division par plus de 10 du nombre des soignants formés. Voilà. En 1993, arrive la priorité au déménagement des lits psychiatriques dans les hôpitaux généraux, avec au passage une diminution de moitié des lits de psychiatrie. En quelques années, ce qui avait fondé le renouveau psychiatrique depuis la guerre de 1940, et ce que l'on avait appelé l'expérience de Saint-Alban, c'est-à-dire la fin de la ségrégation des pavillons asilaires en fonction du degré de maladie ou de l'agitation, est écrasé. Donc tout ce qui avait à faire est écrasé. En moins de 10 ans, autour du passage au XXIe siècle, les restructurations hospitalières ont ouvert des services d'entrants dans lesquels la durée de séjour doit être courte et où l'on a actuellement une banalisation des chambres d'isolement et des contentions. Et à côté, le long séjour qui va de plus en plus devenir l'antichambre du déménagement dans le médico-social, de plus en plus à plusieurs centaines de kilomètres de la famille ou des amis. Donc on est loin de l'idée du secteur. La fermeture drastique des lits d'hôpital a camouflé pendant une décennie l'impossibilité de remplacer les infirmiers partant à la retraite. Mais au bout du compte, en 2007, côté psychiatre, sur 5285 postes hospitaliers en temps plein, plus de 1000 étaient vacants et seulement 280 nouveaux psychiatres étaient formés. Et le rapport gouvernemental Bachelot-Narquin en 2009 prévenait déjà que 40% des infirmiers en psychiatrie prendraient leur retraite dans les 5 ans, c'est-à-dire avant 2015. La conséquence de cette destruction systématique est voulue en haut lieu de la psychiatrie de secteur se lit dans l'augmentation des placements sous contrainte et la banalisation de l'usage des contentions et des chambres d'isolement. Les sorties prématurées et la pauvreté du soutien à l'extérieur
conduisent à des ruptures de traitement et des retours en catastrophe avec un accueil musclé. Le nombre de personnes soignées contre leur volonté a augmenté de 15% entre 2012 et 2015. Et déjà, entre 1980 et 2000, les admissions sous contrainte avaient augmenté de 150%. Alors, la loi de 2011, votée à la demande de Sarkozy, avec moult publicités démagogiques, a instauré un nouveau mode de privation de liberté, une obligation de suivi ambulatoire et une facilitation des hospitalisations sous contrainte. Cette loi signifie que si un médecin pense qu'un patient psychotique ne viendra pas faire sa piqûre mensuelle, il peut le mettre sous injonction et la police ira le chercher s'il ne se présente pas. Et avec l'asphyxie des centres médico-psychologiques, les CMP, les patients qui risquent de se retrouver dans une telle situation sont légion. Surtout quand les centres d'accueil de jour ferment par manque de personnel ou trient les patients. Et cette politique a une autre conséquence importante. Les anciens n'ont plus le temps d'assurer la transmission d'une psychiatrie humaniste qui refusait de laisser les patients sur le bord du chemin. Ce propos ne veut aucunement excuser la persistance de trop nombreux services asilaires, de trop nombreux mandarinats autoritaires, mais veut insister sur l'importance d'un savoir-faire psychiatrique qui disparaît avec la génération qui vient de partir ou part bientôt à la retraite et sans que la transmission y soit possible. Alors, que nous propose-t-on aujourd'hui pour faire face à une crise programmée de longue date ? Des centres experts qui ne sont aucunement thérapeutiques. Ils assènent un diagnostic aux patients sans prendre la responsabilité de soutenir l'effet de cette annonce. Dernièrement, un jeune schizophrène passé entre leurs mains en sortait avec une mise sous Zyprexa, un antipsychotique qui lui a fait prendre 10 kilos, et une désillusion brutale pour son avenir. Mais on lui a bien expliqué qu'il fallait prendre son traitement, car toutes les études montreraient que c'est indispensable de commencer le plus tôt possible. Au 10e kilo, il a arrêté son traitement. Les nouveaux psychiatres accourront probablement dans ces centres, ce qui leur donnera l'impression, sinon le prestige, de servir la science. Mais qui donc s'occupera des patients sortant de tels centres avec juste un diagnostic sous le bras et un suivi mensuel pour l'ordonnance ? Les équipes mobiles. Dans le fonctionnement de la psychiatrie de secteur, les visites à domicile des infirmiers et même de médecins sont devenues monnaie courante. Ces visites à domicile ont pour but d'aider les patients à rompre leur isolement et à venir dans les espaces d'activité de secteur, voire à y prendre des responsabilités quand un club thérapeutique prend en charge la vie sociale intra- et extra-hospitalière. Ces visites permettent aussi de les aider à faire le ménage, les courses. Les équipes mobiles sont des équipes d'infirmiers spécifiquement détachées pour les visites à domicile à l'échelle d'un hôpital psychiatrique entier, car souvent à l'échelle d'un département. Ces équipes mobiles répondent à la demande des équipes de l'hôpital de terrain et prennent en charge des patients qu'elles ne connaissent pas. Et à part appliquer des protocoles comme faire de l'éducation thérapeutique, elles auront de moins en moins d'espaces ouverts où envoyer les patients isolés. Leur visite se réduira très vite à la surveillance du traitement médicamenteux. Une surspécialisation des structures de soins. Il est demandé aux centres d'accueil des anciens secteurs de se regrouper pour pouvoir mettre en place des méthodes que l'on présente en haut lieu comme prouvées scientifiquement, mais qui ont tout en commun d'être à moindre coût financier, car de courte durée avec tri des malades. Des grades de toutes sortes. Un autre gadget est désormais proposé, que l'hôpital psychiatrique de Maison Blanche à Paris vient de mettre en place. Une équipe de réhabilitation psychosociale autour d'un nouveau grade, le case manager, il faut prononcer en anglais, le case manager. Voilà, cela fait tellement plus sérieux et scientifique d'user d'anglicisme, mais qu'est-ce que cela dissimule ? Il y a d'abord, sinon, le fait que le travail du case manager, le gestionnaire de cas médical en bon français, qui coordonne les différents intervenants sur le suivi du patient, ne doit pas durer plus de 3 mois par patient. L'important n'est donc pas que les patients aillent mieux, car toute direction hospitalière sait qu'elle doit appliquer les directives ministérielles en matière financière, en l'occurrence une baisse des dotations, donc de la qualité des soins, mais que les études, après des protocoles de toutes sortes, réhabilitation psychosociale, remédiation cognitive,
éducation thérapeutique, montre que le travail a été bien fait comme l'entendent les sabreurs de budget, ce qui est censé permettre à la France de rejoindre l'accord des pays dotés d'une psychiatrie dite scientifique qui se mesure au nombre d'études statistiques. Mais que fera-t-on des patients pour qui cette nouvelle organisation ne suffira pas? C'est là qu'apparaît une piste prometteuse, non pas pour les malades, mais pour un système mis à la diète et qui, sur le fond, s'en désintéresse. Car un boulevard s'ouvre pour que le patient psychiatrique résistant à ce genre de prise en charge soit rebaptisé handicapé, ce qui déchargerait financièrement de la nécessité de le prendre en charge, voire de le soigner. C'est ainsi qu'un psychiatre, responsable d'une structure médico-sociale à Caen, qui s'ouvre comme beaucoup d'autres aux patients venant de la psychiatrie, avait récemment une réunion clinique avec l'équipe du CHU qui leur avait envoyé un jeune schizophrène de 24 ans dont l'état se dégradait. Une psychiatrie aidée de 3 internes a eu vite fait de poser les limites de la réunion. Si vous ne pouvez pas le garder, il sera envoyé en Belgique ou en maison d'accueil spécialisée. Maison d'accueil spécialisée, donc masse des grands établissements recueillant les polyhandicapés, les autistes vieillis et les rebuts de la psychiatrie moderne et dont on ne sortira pas, dont on ne sortira que les pieds devant. Voilà. Parce que c'est à vie. Voilà. C'est à vie. Et au mois, ou alors retour en psychiatrie, et au mois d'avril, une équipe de ce qui était un des secteurs psychiatriques du 19e arrondissement de Paris a organisé un tir groupé en envoyant le même jour 4 patients en Belgique, plus exactement en Wallonie, région dans laquelle on parle le français et où l'État français donne un meilleur prix de journée que les services sociaux belges. Ce vers quoi on oriente actuellement la psychiatrie, sous couvert de faire moderne ou plus scientifique, c'est le transfert massif des patients vers le médico-social ou leur abandon dans le monde extérieur à l'hôpital, en fait l'abandon à eux-mêmes, avec le risque de leur clochardisation et de leur retour en catastrophe vers l'hôpital qui n'aura bien souvent pas grand-chose d'autre à leur proposer, faute de moyens, de personnel et de formation que la contention et la chambre d'isolement. Voilà. Pas grand-chose à leur proposer d'autre que la contention et la chambre d'isolement, faute de moyens, de personnel et de formation. Excusez-moi. Et récemment, il a été décidé en haut lieu de lier le fichier S des terroristes potentiels au fichier des placements sous contrainte. Qui, au milieu de cette transformation, prendra en charge les fous? Voilà. Un texte de Franck Drogoul, psychiatre, le 10 juin 2019. Je voulais. Il y a aussi la prison. Hein. On retrouve, il y a la rue et la prison pour les anciens patients qui étaient suivis. C'est à moi. Bien, écoutez, merci Franck et merci son porte-voix. Tu viens de mettre là, je vais essayer de faire une intervention assez courte, si c'est possible. Je vais revenir sur la crise de la psychiatrie avec cette première idée que je voudrais vous soumettre, qui est l'idée suivante. Si on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans la psychiatrie aujourd'hui, sur la crise de la psychiatrie, il faut qu'on ait en tête ce qui s'est passé depuis la libération et depuis l'après-guerre dans la psychiatrie. Il s'agissait en fait, et on l'a vu dans tous les pays occidentaux, de remettre en cause l'asile et de remettre en cause l'enfermement. Il s'agissait, en prenant un peu de recul, d'une formidable tentative révolutionnaire, celle de sortir les fous de l'enfermement, de leur permettre de vivre sur un pied d'égalité avec les autres humains dans la société et non pas enfermés. Il s'agissait de rompre avec des siècles d'histoire où la folie a été exclue, bannie, persécutée, brûlée, enfermée. Je vous rappelle la parole de Lucien Bonafé et de Georges Domaison, qui étaient 2 fondateurs du secteur, qui disaient que l'enfermement est une conduite primitive. Pendant des siècles, on a enfermé les fous. Pendant des siècles, on les a considérés comme des sous-hommes. Et c'est ça qui était en cause avec le désaliénisme, avec ce qui s'est passé dans la psychiatrie après-guerre. Et c'est une tentative historique, et c'est une tentative qui a peu de précédents. À mon avis, il y en a une. La seule tentative équivalente du point de vue de ses ambitions a été celle de Philippe Pinel. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Pinel, qui est le créateur de la psychiatrie française,
qui est en pleine révolution française, en pleine terreur, et c'est certainement pas un hasard que ça se passe pendant la Révolution, délivre les fous de Bicêtre de leur chaîne, affirme qu'ils sont malades et qu'on peut les soigner, dit avec le philosophe Hegel que la folie est une contradiction à l'intérieur de la raison. S'il leur reste une part de raison à laquelle il faut s'adresser, alors les fous sont des êtres humains à part entière. Donc je vous dis ça parce que la psychiatrie de secteur, elle s'inscrit dans cette tradition humaniste. Et en même temps, elle est très consciente du fait qu'il ne suffit pas d'abattre les murs de l'asile pour que les fous puissent vivre comme cela dans la cité. Mais elle est consciente qu'il faut les y aider, et c'est là que réside la tâche noble de la psychiatrie. Pour pouvoir le faire, cette psychiatrie, elle doit changer. Elle doit être tournée vers le monde. Lucien Bonafé disait, il faut qu'on soit sur la place publique et qu'on demande qu'y a-t-il pour votre service. Et non plus, il ne faut plus qu'elle soit enfermée sur elle-même, dans ses certitudes médicales et dans son mandarinat. Pour cela, il faut que que l'équipe dans son ensemble participe, en particulier les infirmiers, tous ses membres étant sur un pied d'égalité. Pour ça, il faut créer des lieux d'accueil dans la société où les équipes pratiquent ce que l'on appelle la continuité des soins. C'est la même équipe qui soigne le patient dedans et dehors, dans l'hôpital et hors de l'hôpital. Pour cela, il faut aussi soigner l'hôpital, je crois que Franck y a fait référence tout à l'heure, soigner l'hôpital car on s'est rendu compte qu'en fait l'hôpital, lorsqu'il fonctionne de manière traditionnelle, et évidemment l'asile, loin de soigner, rend fou. On l'a vu, vous savez, par exemple, pendant la guerre, on a vu des hôpitaux bombardés avec des gens qui ont été mis sur les routes et la moitié des patients qui étaient enfermés ne pas revenir parce que finalement ils ont retrouvé leur place spontanément dans la société. Dans l'optique des aliénistes, donc, l'hôpital n'est plus là pour enfermer, mais pour se mettre au service du patient singulier, pour l'aider autant que faire se peut à vivre dans la cité. Je pourrais continuer longtemps à exposer des principes de la psychothérapie et de la psychiatrie de secteur, tant cette expérience est riche. Mais je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est l'originalité de ce qui s'est passé en France, dans cet effort gigantesque de désaliénisme, parce qu'en France, ça a reposé sur 2 courants complémentaires, auxquels Franck a fait allusion. Et ces 2 courants complémentaires s'appellent, je parle en termes de théorie, là, je ne parle pas en termes d'administration, je parle en termes de théorie. Ces 2 courants complémentaires, le premier c'est la psychiatrie de secteur, qui était principalement animée par des psychiatres communistes, qui insiste sur le travail dans la cité, et sur la psychothérapie institutionnelle, qui, tout en partageant l'objectif d'en finir avec l'asile, théorise l'importance de l'institution. Je voudrais faire une parenthèse, la psychothérapie institutionnelle, c'est un courant de la psychiatrie qui a été créé, entre autres, par François Toscaïès, qui était le responsable des services psychiatriques des armées républicaines pendant la guerre civile espagnole, et qui était membre du POUM. C'est juste pour situer. L'importance de l'institution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va proposer aux malades qui viennent nous voir? Eh bien, on va lui proposer du sur-mesure et des institutions particulières rien que pour lui. Je voudrais vous donner un exemple que je donne toujours pour illustrer cela. C'est l'histoire du tablier de Janine, dont je parlais dans un dernier bouquin avec Pierre de Lion. C'est l'histoire d'un petit autiste chez Pierre de Lion, justement, le professeur Pierre de Lion, qui est psychiatre à Lille. Et ce petit patient était tellement fermé à tel point que toute relation avec lui était devenue presque impossible. Pierre avait tout de suite remarqué que la seule personne avec qui il avait un contact, c'était Janine, l'agente de service hospitalier, vous savez, qui fait le ménage, qui fait la bouffe, qui fait la pâtisserie, etc. Et le petit autiste était toujours accroché au tablier de Janine. Pierre a donc décidé d'inviter Janine dans la constellation transférentielle, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, dans la constellation transférentielle qu'il avait constituée autour de ce petit autiste. Le terme paraît un peu prétentieux et il en impose, mais la démarche est simple à comprendre. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Au lieu de proposer une institution préexistante qui existe avant, c'est-à-dire l'hôpital, sa hiérarchie, ses protocoles, ses façons d'être, sa discipline, etc., après une période consacrée à la connaissance du patient, c'est-à-dire qu'on va l'observer pour connaître sa pathologie personnelle, les formes qu'elle prend, son histoire personnelle, les relations avec les proches, on va s'intéresser aux personnes qui ont un contact avec l'enfant. Et là où ça devient intéressant, c'est ces personnes, quel que soit leur statut, et on va les réunir pour accompagner celui-ci. Un accompagnement qui soit du sur-mesure, comme je l'ai dit. En fait, cette démarche part d'un constat. Le petit enfant autiste, il choisit, mais il en va même pour les patients adultes.
évidemment, là je parle du enfant autiste parce que c'était l'exemple que je donnais, mais le petit enfant autiste, il ne choisit pas son interlocuteur en fonction de son grade ou de la couleur de sa blouse. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, bah, tiens, je vais aller voir le psychiatre, c'est avec le psychiatre parce que c'est lui le grand patron et le grand chef et c'est lui qui va m'arranger les choses. Pas du tout. Il choisit qui lui plaît de choisir, y compris ceux qu'il n'aime pas d'ailleurs. Et avec cette personne-là, c'est avec cette personne-là qu'il faut travailler pour créer une institution particulière, adaptée à lui. Et vous comprenez bien que pour que cela fonctionne, il faut garantir l'égalité entre tous les membres de la Z-constellation. Et donc la hiérarchie traditionnelle doit s'effacer afin que chacun puisse réfléchir et travailler en toute liberté. Dans un service normal, par exemple, jamais Janine n'aurait été invitée à participer à ce travail. Elle n'aurait même pas eu le droit de s'occuper de ce gosse. Inutile de préciser que cet enfant a progressé d'une façon stupéfiante. Donc la constellation dont je viens de parler, c'est l'institution, et c'est sur cette institution qu'on travaille. Et ce faisant, et c'est de cette façon que l'on soigne l'hôpital, pour reprendre l'expression de Tosquelles. Et je voudrais que vous mesuriez à quel point cette démarche est révolutionnaire, au sens politique du terme. Pourquoi est-ce qu'elle est révolutionnaire? Elle est révolutionnaire parce que, en fait, on cherche à adapter le monde au sujet, en fonction du bien et de l'intérêt de celui-ci. Et non pas, à l'inverse, comme cela se passe aujourd'hui dans le système capitaliste actuel. On le voit très bien, par exemple, avec la souffrance au travail. Moi, j'ai fait un bouquin sur la souffrance au travail il y a quelques années. On en connaît les causes. Exploitation sous des formes nouvelles organisations du travail, concurrence entre travailleurs isolés, management inhumain, remise en cause du métier, souffrance éthique, etc., etc. Mais ça, on a beau connaître les causes, on n'y touche pas. Parce que si on y touchait, c'est le système capitaliste lui-même qui serait mis en cause. On demande en revanche aux individus de s'adapter du style à mourir. S'adapter, ça veut dire qu'au moment où ils ne pourront plus s'adapter tout seuls, ils iront voir un médecin, ils iront voir un psychiatre, et ils iront, et je voudrais d'ailleurs souligner que toutes les politiques de santé mentale, aujourd'hui, intègrent cet aspect. C'est-à-dire que la politique de santé mentale, elle ne s'adresse pas simplement aux fous, elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse aux gens qui ont des difficultés à s'adapter, qui ont des difficultés à être performants et rentables. Je terminerai mon propos par ceci. Les aliénistes, donc c'est ce courant dont j'ai parlé depuis le début d'après-guerre, ils ont inventé une nouvelle psychiatrie humaine, et pour ça il a fallu qu'ils la fondent sur une conception humaine et nouvelle de la folie. On ne va pas inventer une psychiatrie si on n'a pas une conception de ce qu'est la folie. Pour eux, et ça je pense c'est très important, le fou est un être humain à part entière, qu'il faut aider, et c'est la mission de la psychiatrie repensée. En conséquence se posent deux questions. Qu'est-ce que la folie et qu'est-ce que le soin? La folie, disent-ils, c'est une pathologie de la personne. Là, je reprends le terme de Jacques Scott, qui était un grand psychiatre que tu as connu, Franck. Un grand psychiatre ami de Jean-Houry, qui disait donc que la folie est une pathologie de la personne. C'est toute la personne du patient qui est concernée. C'est toute son histoire personnelle. sont tous ses rapports au monde. C'est pas simplement un gène ou un chromosome qui serait coupable dans le fond de son crâne ou dans le fond de son système nerveux. C'est l'ensemble de sa vie, c'est l'ensemble de sa façon d'être. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, je voudrais reprendre une phrase d'un grand psychothérapeute de la psychose italien, Gaetano Benedetti, qui disait, en parlant des thérapeutes, on peut faire des erreurs, mais le patient nous les pardonnera si nous respectons sa façon d'être un homme. Si nous respectons sa façon d'être un homme. Il dit donc bien que la folie, c'est une façon d'être un homme, c'est une façon d'être un être humain. Il ne faut pas croire que c'est simplement un amusement intellectuel. Hein. C'est une question fondamentale. Parce que de cette conception de la folie découle la conception du soin. Pour les désaliénistes, donc pour les Bonafé, Houry et compagnie, le soin, c'est la relation. Franck parlerait de transfert. Moi, je préfère dire relation, c'est plus simple. C'est la relation et uniquement la relation, rien d'autre. Il faut donc y mettre des moyens humains, il faut donc y passer du temps. Or, comme vous le savez très bien, le temps, c'est de l'argent. Ça signifie quoi? Ça signifie que la psychiatrie, c'est la connaissance, c'est le savoir-faire, c'est le patrimoine qui conduit
à établir une relation avec quelqu'un qui a des grandes difficultés pour avoir une relation avec autrui. C'est ça la psychiatrie. Je parle sous le contrôle des psychiatres qui est à ma droite. C'est ça la psychiatrie. Alors vous allez me dire, mais le médicament dans tout ça, ben, le médicament il est utile, mais il est utile pour aider à la relation, lorsque les choses sont trop difficiles. Quand quelqu'un est totalement fermé, que vous ne pouvez pas établir le contact, ou qu'il est trop agité, parce qu'il y a ça aussi, qu'il est trop agité, eh bien le médicament constitue un outil pour aller à la relation. Mais vous comprenez bien que on est dans cette idée que si c'est un outil pour aider à la relation, c'est pas le soin. Il n'est pas dans le cœur du soin. Il est un outil complémentaire, supplémentaire, mais il n'est pas le soin. Et ça, c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que le médicament, c'est le traitement. On emploie d'ailleurs le terme traitement. On n'emploie pas le terme soin, ce qui est quand même pas anodin. Parce que le traitement, ben, c'est comme les maladies somatiques. Hein. On va vous donner un traitement pour votre diabète ou pour votre hépatite. Donc, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le médicament est le cœur du soin et le cœur du traitement. Et quand il y a une relation, elle consiste à passer la main dans le dos de la personne, comme un supplément d'âme après l'ordonnance et avant la prochaine consultation. Or, on voit que la conception des aliénistes du soin, c'est-à-dire qui ne met pas le médicament au cœur et qui met la relation au cœur au contraire, eh bien, elle ne plaît pas tellement aux géants de la pharmacie qui, eux, font tout au contraire pour vendre du médicament et pour abrutir les gens et en vendre le maximum. Je terminerai par un retour à la crise actuelle pour dire que celle-ci prend ses racines dans l'abandon de cette vision humaniste, au profit d'une vision que l'on pourrait qualifier de trois façons, à mon sens. Donc, vous voyez bien, là, si on avait suivi, si on avait développé cette pensée des aliénistes, qui a été quand même à l'origine de la politique du secteur en France, enfin, ça n'a pas été n'importe quoi. Hein. Si on avait fait ça, on ne serait pas dans la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, elle prend, à mon avis, elle prend trois visages. La première, c'est que c'est une vision scientiste. Je n'ai pas dit scientifique, j'ai dit scientiste. La différence de scientifique et scientifique c'est scientifique. Scientiste, c'est cette idée que finalement la science va tout expliquer, va tout régler. Il suffit simplement que les chercheurs s'y mettent un petit coup, qu'on y mette un petit peu de moyens, y compris avec des fondations et de la charité, et puis ça va rouler comme ça. La science va nous arranger ça. Cette vision scientiste, c'est quoi? C'est l'idée que la maladie mentale, elle produit un dysfonctionnement du cerveau, du système nerveux ou de l'appareil génétique. Et cette affirmation, qui est quand même relativement simpliste, ne souffre aucune discussion. Les neurosciences doivent supplanter la psychiatrie, voilà en fait le fond de l'affaire. La psychiatrie, pour vous dire en plus, dans le temps, on disait qu'elle était au carrefour de plusieurs disciplines. La médecine, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la politique. Pour bien montrer qu'effectivement la folie c'était une pathologie de la personne, il fallait que tous ces responsables, tous ces spécialistes puissent unir leur savoir pour essayer de comprendre ce qu'était la folie. Aujourd'hui c'est fini. Il n'y a plus aucune réflexion sur la folie comme dans le temps. Dans une psychiatrie qui est devenue totalement atone, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sens. Alors le résultat de tout ça, et je vais en terminer, le résultat de tout ça, c'est une chosification de cette démarche scientiste. C'est une chosification extrême des patients, qui ne sont plus une personne que je vais recevoir dans mon cabinet, moi, comme psychiatre, je vais recevoir monsieur un tel, je ne vais pas recevoir quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de particulier, de singulier. Donc le patient n'est plus une personne, mais un ensemble de symptômes qu'il faut traiter et éradiquer. Le psychiatre, devenu un expert, n'a plus face à lui un être humain singulier, mais un cas, d'où le case manager horrible dont on a parlé tout à l'heure, et d'où une déshumanisation de fait. Vous comprenez bien qu'on n'est plus, le psychiatre n'est pas là pour accompagner la personne, pour l'aider à sortir de son mutisme, de son autisme. Le psychiatre, il est là pour faire une ordonnance, pour vendre des médicaments, et dire à la personne, écoutez, on se revoit dans 3 mois. Et qu'est-ce qui se passe dans les 3 mois? Ça, la psychiatrie, le psychiatre expert, il ne s'en préoccupe pas. À ça, il faut ajouter une chose qui me semble très importante. C'est que la science est bien incapable de tenir sa promesse. Elle ne tient pas ses promesses. Celle de donner sa promesse qui est celle de donner une explication globale de la folie.
On lui prête l'ambition de donner les clés, mais ces clés n'existent pas. Je vous donne un exemple, le DSM-5, le DSM qui est donc la Bible de la psychiatrie américaine dont a parlé Franck tout à l'heure. Donc le 5, c'est la dernière version. Elle a été décidée par les psychiatres américains parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait trouver les marqueurs de la schizophrénie et qu'ils allaient figurer dans le DSM. Et puis il n'y a pas plus de marqueurs que de peur en branche, si vous me permettez l'expression. Et c'est un échec. Et c'est un échec. Donc ça pose problème parce que d'un côté on dit la science a tout expliqué, c'est sûr, de l'autre elle résout rien. Et c'est bien là toute l'ambiguïté de la situation actuelle. Une ambiguïté qui alimente les comportements archaïques vis-à-vis de la folie. Parce qu'en fait, comme elle ne résout rien, eh bien, toutes ces idées de possession qui ont traîné pendant toute l'histoire, c'est-à-dire que le fou est possédé par un mal mystérieux. Quand vous écoutez le discours de Sarkozy à Antony en 2008, où il a fustigé, où il a condamné les malades mentaux, eh bien, il parle d'un mal soudain, étrange, etc. Il emploie des termes qui sont des termes de la possession. Et ça, c'est d'autant plus terrifiant que quand il y a véritablement soin, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire quand il y a réellement une relation qui se met en route, il y a aussi une rencontre. Il y a aussi une rencontre. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est là que la peur recule. Je vais vous donner un exemple personnel. Une fois, il y a une productrice de téléfilm qui m'appelle et qui me dit on va faire un téléfilm dans lequel il y aura des malades mentaux. Mais le problème, c'est que le scénariste et le réalisateur, ils n'ont jamais vu un malade mental de leur vie. Est-ce que vous pouvez les conduire un petit peu, etc. Donc, je les ai conduits dans quelques hôpitaux, et puis dans un GEM, il y a une sorte d'endroit où on expose des peintures, où les gens travaillent comme ça. Et il y avait effectivement des patients qui étaient là, qui attendaient ces deux zigotos-là. Et bien les deux zigotos en question, ils n'étaient pas rassurés. Alors qu'il n'y avait évidemment aucun risque. Mais ils n'étaient pas rassurés. Et donc les choses se sont mises en route, ils ont commencé de parler, et puis ils ont commencé d'échanger des choses, et ils ont sorti le smartphone et ils ont commencé de faire des photos, et à la fin, ils étaient copains comme cochons. Ça signifie quoi? Mais ça c'est pas une boutade, c'est une réalité. Hein. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous mettez en œuvre le soin conçu comme une relation, c'est-à-dire que tout est mis en œuvre avec la constellation transférentielle, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette notion du soin, et la peur recule, et les comportements archaïques vis-à-vis de la folie reculent. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais ils reculent. Donc ça, c'était pour la vision scientiste. Et je termine parce qu'il s'agit à côté de moi. La deuxième vision, c'est une vision gestionnaire. C'est assez simple à comprendre. Aujourd'hui, la maladie mentale, c'est d'abord et avant tout un fardeau pour le système. Un fardeau financier. Un travailleur qui tombe d'un échafaudage, on peut lui réparer sa jambe cassée, parce qu'on peut espérer qu'il va aller travailler et se faire exploiter de nouveau après. Un fou, lui, il est cuit. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien pour le système. Et c'est pour ça qu'on est dans la barbarie plus ou moins latente vis-à-vis de la maladie mentale. Donc, s'il est considéré comme un fardeau, le patient, c'est-à-dire que toutes les mesures qui sont prises depuis quelques décennies visent avant tout à alléger ce fardeau. Et cet objectif d'alléger le fardeau, il se trouve au cœur de toute politique de santé mentale. Depuis belle lurette, le patient a été écarté de toute considération politique, d'où en fait encore une fois une déshumanisation. C'est-à-dire que les décideurs, ils vont décider de fusionner deux secteurs pour faire un territoire. Ils ne le font pas en fonction, comme Pierre Deleuze dans sa constellation transférentielle, du bien du patient, ils le font en fonction des questions financières et du fardeau financier qui les obsède. Donc déshumanisation. Et enfin, troisième vision, j'en ai promis 3, voilà la troisième, la vieille que j'appellerais la vision sécuritaire. La vieille priorité de la sécurité, puisque ça a toujours accompagné la folie, ça, de tout temps, ça a été la compagne de la folie, les questions sécuritaires. Et la vieille question de la sécurité refait surface. Je parlais du discours de Sarkozy, alors qu'il était président de la République, dans lequel il a martelé que le fou, en 2008, était dangereux, et que son devoir de président de la République était d'en protéger la société.
quand c'est le président de la République qui dit ça, vous imaginez que derrière, il y a des crédits pour les vigiles, pour les caméras, etc. Mais pas pour le soin, parce que pour le soin, pour embaucher des soignants, pour les former, etc., là, il n'y a pas d'argent. Et là où c'est intéressant, c'est que ses successeurs à Sarkozy, parce que ça date de 2008, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un changement. Ils ne l'ont pas contredit. Ils sont exactement sur la même ligne, si ce n'est pire. Donc, quelle est leur conception à ces gens-là? C'est qu'individuellement, le fou est un citoyen. Attention, faut faire attention, c'est un citoyen. C'est pas n'importe qui. Et ce citoyen, il doit se rétablir individuellement. Et s'il n'est pas capable de le faire, c'est quand même le cas de 90% d'entre eux, parce qu'ils sont dans de telles difficultés qu'on ne peut pas leur demander la lune. D'autant plus qu'on leur donne une référence. C'est-à-dire qu'il faut devenir un citoyen rentable, qui puisse s'intégrer. D'accord. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc le fou est un citoyen qui doit se rétablir. Et s'il ne peut pas se rétablir, eh bien, il va rejoindre la cohorte des populations à risque qu'il faut gérer, avec les Roms, les étrangers, etc., etc., etc. En rupture avec la philosophie du secteur psychiatrique, le fou est d'abord un risque, pour lui-même, dit-on, et pour les autres. La conséquence, c'est que tout cela, c'est que le patient n'est plus considéré comme un être humain à part entière, et on voit se dérouler sous nos yeux, vous comprendrez avec quelle logique, les processus qui confinent à la barbarie, contention, isolement. Vous voyez comme la prison se substitue de plus en plus à l'asile ancien. Je crois que de ce point de vue, il faut lire le livre de l'historienne américaine Edith Schaeffer, Les enfants d'Asperger, dans lequel elle explique que ce médecin autrichien qui a donné son nom à une forme d'autisme a participé à l'euthanasie nazie des gosses autistes pendant la guerre. Mais surtout, elle dit non d'une façon effrayante les mécanismes qui conduisent à la banalisation du mal jusqu'à l'horreur, à commencer par le tri des enfants selon des supposés diagnostics. Une démonstration qui devrait nous faire réfléchir. Nous faire réfléchir, et je terminerai là-dessus, car il ne faut pas s'y tromper, il ne s'agit pas que des fous. S'il s'agissait que des fous, limite on les enfermerait de nouveau et puis on les laisserait crever dans leur coin. Les fous, ils constituent, comme d'habitude, comme un sismographe de ce qui se passe dans la société. La négation de l'humain, en fait, elle est à l'œuvre dans tous les domaines de la vie sociale, et elle ouvre un gouffre devant nous. Pour terminer, je voudrais vous citer un philosophe qui s'appelle Henri Maldinet, qui disait « L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie, mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme. » Je vous remercie. Bon, oui, alors on a juste 10 minutes, mais il y a plein de c'est plus comme prévu. Alors voilà, mais ça c'est aussi de notre faute à nous, parce qu'on a... Bon, Franck, il a fait exprès de perdre la voix. Il l'a fait exprès, on le connaît. Merci. Allez, vas-y. Bon, moi, je voulais parler de mon expérience. Je suis aide-soignante en psychiatrie et puis je suis aussi syndicaliste. Et puis je fais aussi partie de l'USOIA. Donc, je voulais vous dire que, bah oui, vous avez raison. La société, elle se durcit pour les gens normaux. Elle se durcit aussi pour les gens qui sont malades mentalement. Et nous, en tant que soignants, bah, on le ressent bien. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus les moyens, nous, de pouvoir les accompagner, de pouvoir être présents avec eux et de créer des liens humains avec eux, puisqu'on nous demande de faire des liens avec l'ordinateur. Moi, je n'ai pas de lien avec l'ordinateur, j'ai plein de protocoles et on n'y arrive pas. Donc les soignants en psychiatrie, ils sont au burn-out. Ils essayent de se battre, mais la psychiatrie, bah, c'est l'enfant pauvre de la médecine. On a de moins en moins de budget. On a des directeurs qui décident que c'est un bilan comptable qu'il faut faire et pas du tout la relation humaine. Ce qui était sur le secteur, on avait des structures qui étaient super sympas sur le secteur. Elles ont été réintégrées à l'intérieur. On reconstruit des murs, Compermo, me voilà. On construit et on fait des carrés comme des prisons. Et on demande aux soignants d'être polyvalents dans certains... pour aller remplacer, mettons en danger et les soignants et les patients parce qu'on ne connaît pas les pathologies. On ne les connaît pas. Alors, c'est pas une appendicite, ils viennent pas juste là pour une journée et ils s'en vont.
Voilà, donc ce que veut dire, oui, il est temps, cette société, même pour les fous, il est temps qu'on se révolte. Surtout. Je voulais poser quelques questions. Déjà, la première question, c'était est-ce que pour soigner un patient, il ne faut pas qu'il y ait une relation, un affect quelque part? Et est-ce que pour soigner un patient, il ne faut pas le responsabiliser un peu? Et je voulais parler aussi de la clinique Laborde. Ouais. Juste un petit mot, après je passerai la parole à Franck. Malgré son extinction de voix, je pense qu'il y a peut-être des choses à dire. Juste un petit mot sur la responsabilisation. Mais Franck en a parlé tout à l'heure via son porte-voix. Par exemple, le club thérapeutique, il expliquera ce que c'est, mais c'est d'abord une façon de responsabiliser les patients qui fait faire en sorte qu'ils prennent vraiment le maximum de leurs affaires en main. Je trouve que c'est important de souligner. Dans les histoires d'affect, je pense que Franck, qui est psychiatre, sera plus à même que moi pour répondre. Réponse. Vas-y. Si t'arrives. Excusez-moi. Il peut aussi. Il peut répondre. Je peux pas me dire. Vas-y. Il peut pas me dire ce que je Vas-y, prends dans le micro. Non, mais toi, tu sais très bien. Il peut pas me dire. Donc, Tu es psychiatre aussi, toi. Vas-y. ouais, je pense que c'est une idée précise. C'est lié au transfert, à la relation, à l'affect, etc. Il n'y a que lui qui pouvait le formuler, en fait. Hein. Parce que si je dis quelque chose du même ordre, ça va être forcément un peu différent. Dis-le voilà, en chuchotant, et moi je le répète à vous. Il y a que... Non, je peux plus. Chuchote, ça s'entendra. Chuchote, ça s'entendra. L'isopaïne, non? À l'isopaïne. T'en prends d'autres questions en attendant, hein? Voilà. Oui, moi j'ai deux genres de questions. Qu'est-ce que vous pensez des grands hôpitaux psychiatriques, tels que les Bras, Saint-Alban en Auvergne et Sainte-Anne? Et la deuxième, qu'est-ce que vous pensez des thérapies de couple et de groupe? Tout ça en 2 minutes, hein? C'est un peu ça que j'ai expliqué. Non. Vas-y. Tu veux que je... Ah, vas-y. Réponds. Parce qu'en ce moment, il va être frustré. C'est Saint-Alban, ouais. En fait, pour répondre à cette question, il faudrait 2 heures de conférence, parce que ça pose, c'est une question qui en pose plein d'autres. Je sais pas, Saint-Alban, c'est quand même un des lieux, je dirais, de la révolution institutionnelle en psychiatrie. Enfin, sinon le lieu principal, mais qui n'a pas tenu, mais qui a influencé considérablement la psychiatrie dans les années 60 en France. Donc la culture issue de Saint-Alban a imprégné la psychiatrie pendant des années. Et c'est cette culture-là dont on parlait qui est en train de se mourir. Alors il y a encore des endroits où elle se pratique. Bon, ici et là, quelquefois elle renaît sans que les gens en ont conscience. Parce que quand ils ont les patients avec eux, l'humanité fait qu'ils vont se reposer des questions, mais sur des choses qui ont déjà été discutées, mais sans être forcément au contact de ces débats et de cette transmission. Voilà. Donc, Sainte-Anne, oui, il y avait... moi, je ne sais pas comment fonctionne l'hôpital Sainte-Anne maintenant. Bon, Laborde, ça se fait encore, comme partout. L'hôpital Sainte-Anne est devenu, non pas l'hôpital psychiatrique, mais l'hôpital de neurosciences. Quand on dit neurosciences, c'est que on s'occupe, par exemple, dans les années 30, l'épilepsie a été retirée de la psychiatrie parce qu'on avait trouvé l'électroencéphalogramme. Un siècle après, il y a encore 80% des épilepsies dont on ne connaît pas l'étiologie. En revanche, les neurologues s'occupent des crises et tout le savoir psychiatrique de l'effet sur la personne de cette maladie épileptique
a disparu. Les psychiatres ne savent plus s'en occuper parce qu'on n'en voit plus. Et le neurologue, c'est pas son problème. Et ce qui s'est passé sur l'épilepsie, le grand risque aujourd'hui, c'est que ça se repasse sur les bipolaires et bientôt sur les schizophrénies, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ce qui est voyant, mais il y a la perte de la notion que c'est le malade qui s'auto-soigne avec l'aide de quelqu'un qui l'accompagne. C'est un vieux débat entre Freud et Falleret. Est-ce que les soignants en psychiatrie doivent être des bons mécaniciens qui réparent la voiture en panne à droite ou à gauche? Ou est-ce qu'ils doivent aider les gens à sortir eux-mêmes de ce qui les empêche de rentrer dans le contact social? Voilà. Je peux donner un petit exemple sur ce scientifique. Je dis, quand on a une bouffée délirante en France ou en Occident, il faut aller entre 4 et 8 mg d'aldol et une quinzaine de jours quand ça fonctionne. En Afrique, on donne 10 fois moins de traitement pour le même effet. Mais c'est pas parce qu'il y a des gènes différents. Les Africains occidentalisés, donc ça prouve que le corps social a un effet sur la pathologie psychiatrique. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire oublier quand on dit que la psychiatrie est une spécialité comme les autres. Sauf que, quelle autre spécialité impose des soins contre la volonté des gens? Quelle autre spécialité attache les gens quand ils sont un peu trop énervés et qu'on n'a pas assez de personnel pour faire de la contention humaine? Il n'y en a pas d'autres. Et donc la psychiatrie ne sera jamais une spécialité comme les autres, même si on attend beaucoup de l'avancée de la science. Mais comme outil pour commencer le travail, pas en but en soi. Bon, je suis désolé, mais normalement, on a un autre exposé de débat qui commence ici à 2h. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer la discussion comme on le fait d'habitude, en allant par là, sur la droite, et pour vous sur la gauche, avec Franck s'il y arrive encore, avec son porte-voix. Et avec toi, bon, tu peux juste dire les bouquins que tu as sortis parce que il y en a. Bon, je suis désolé, d'habitude, encore une fois, je vous le dis, on amène des bouquins, des auteurs qu'on invite, lesquels tu recommanderais? Oui, mais pas Clairefontaine, Ouais. Le premier s'appelle Un monde de fous, il est parti, il est pas de mon poche. Le deuxième s'appelle La déprime des opprimés, c'est sur la souffrance psychique. Le troisième s'appelle Un homme comme vous. Et le quatrième s'appelle On combat pour une psychiatrie humaine avec Pierre de Lyon. Voilà. Bon.